Bonjour chers auditeurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Libre Journal de la culture et de la musique, au cours de laquelle je vais vous proposer, alors je vous présente mes acolytes aujourd'hui, merci à Eric d'être toujours fidèle au poste. Bonjour cher Didier, bonjour chers auditeurs et toujours ravi de vous retrouver. Et puis, nous recevons aujourd'hui Sylvain Roussel, qui fera l'objet, si je puis dire, le sujet plus exactement, d'une grande deuxième partie de cette émission, puisque Sylvain Roussel a créé et fondateur d'une association qui me semble tout à fait intéressante, surtout dans le contexte actuel, mais ça fait très longtemps que cette association était nécessaire. Voilà. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Donc, vous allez tout savoir de cela aujourd'hui, chers auditeurs. Et j'ai là donc la joie maintenant de recevoir Sylvain Roussel. Alors, Sylvain Roussel, je le disais tout à l'heure, France Ophonia, association qui vient d'être créée par vous-même et dont je disais que on attendait sa création en quelque sorte. Il fallait quelque chose. Vous allez nous expliquer la genèse de cette création. Il est bien certain qu'aujourd'hui, le monde artistique, en particulier avec ce qui se passe, le Covid, etc., on reviendra dessus, mais en règle générale quand même, ça a commencé bien avant. Et on a une sorte de... c'est pas une anesthésie du monde artistique, parce qu'il y a une profusion de spectacles, une profusion de créations. Mais est-ce que ça va dans le bon sens et est-ce que... Dans quel contexte ? Dans quel contexte ? Voilà. Alors je vous laisse. Oui, effectivement, la crise Covid n'a fait que révéler le mal déjà présent depuis pas mal de temps. Oui. Donc là, dans la culture, on a vraiment un problème de forme, c'est-à-dire l'accès libre à tous à la culture, le tri à l'entrée qui est purement inadmissible et contraire à la mission même de nos métiers. Et on a un problème de fond qui est bien plus ancien, comme vous le disiez, c'est-à-dire les déboulonnements, la langue française amputée, les anglicismes partout. On voit sur l'Opéra Garnier actuellement la grande affiche qu'il y a eu sur Nike. Le blasphème est de rigueur. Donc, oui, voilà, donc tout ce qui peut être français et mettre en valeur notre patrimoine est soit laissé à l'abandon, soit mutilé, soit méprisé. Donc voilà, il est temps de s'affirmer. Voilà. Alors, c'est tout à fait vrai. Et c'est pour ça que je dis que cette association était attendue avec impatience. Je n'en veux pour preuve que la nomination à la direction du Conservatoire national supérieur de musique de Paris d'une personne, contre qui je n'ai rien naturellement, mais qui est introduite là et qui commence son premier discours en quelque sorte par dire elle est de culture woke naturellement et par conséquent elle annonce indigéniste, elle annonce très clairement les opéras sont tous les opéras du grand répertoire sont tous misogynes et par conséquent je vais modifier tous les livrets d'opéra et elle avait déjà œuvré à Aix-en-Provence puisque elle avait, je ne sais plus si elle avait fait interdire Carmen ou si elle avait transformé la scène finale de façon à ce que Carmen ne soit pas considérée comme plus ou moins olé olé, mais qu'elle est tout d'un coup qu'elle prenne une dimension eschatologique beaucoup plus importante. Enfin bref, on est dans la dérive totale. Bien sûr, des petits despotes en herbe qui se croient habilités à toucher à deux œuvres qui sont maintenant dans le patrimoine et complètement. Et là, alors, certes, ces œuvres sont datées, ces œuvres ont j'allais presque dire une mise en scène, un décor. Alors, on sait que la mise en scène, on peut tout faire, mais c'est trahir l'intention du créateur, de l'intention du compositeur ou du librettiste, et par conséquent, comme vous dites, de quel droit peut-on se permettre... Qui sont-ils ? Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ne créent pas eux-mêmes des... Allez-y, montrez ce que vous savez faire, des œuvres originales. Et qu'on compare, plutôt et qu'on admire ou pas. Voilà. Alors, vous-même, vous êtes artiste musicien. Oui, on essaye de s'en rappeler en ce moment. Voilà. Oui, donc je suis clarinettiste de formation, donc je viens de Normandie, donc Évreux. Et j'ai fait mes études au Conservatoire d'Évreux. En complément de la clarinette, j'ai eu une formation... À l'époque de Jean-Claude Berned ? Oui, non, Jean-Claude juste Berned. après peut-être. Oui, c'était monsieur Jean-Claude Brion, directeur à l'époque, et que j'ai eu comme professeur, de reste, comme premier maître en clarinette.
J'ai eu l'occasion d'avoir aussi des études complémentaires en percussion, orgue, chant. Voilà, Une formation complète, quoi. Voilà, donc d'harmonie, de rythme, etc. D'écriture aussi, parce que j'ai commencé l'écriture et un peu de contrepoint aussi. Et il y avait un cours de direction d'ensemble. Donc voilà, avant d'arriver en région parisienne, j'avais ouvert, on va dire, pas mal de cartouches, on va dire. Et après sur Paris, donc conservatoire de Boulogne-Billancourt, avec Jean-Max Dussert en professeur de clarinette. Et la Sorbonne pour la licence de musicologie, passé avec le CNED et le conservatoire le pôle supérieur Paris-Boulogne-Billancourt, le nouveau PSPBB à l'époque, qui donnait les diplômes européens, le DNSPM. C'est les sigles, c'est le monde d'après, il faut s'y faire. Oui, j'allais dire, je vous autorise à éternuer, mais... C'est le diplôme national supérieur professionnel de musicien. Voilà, donc... Ça, c'est un monde que je... non, mais ça, c'est... Voilà. Il faut 40 ans y passer carrière, pour le croire. Voilà. Je ne connais pas. Je ne connais plus. Bon. Voilà, mais j'ai eu l'occasion d'avoir donc mon diplôme d'état pour enseigner en clarinette, etc. Mais je suis revenu justement en province, parce que pour moi, l'accès à la culture, il n'y a pas que le microcosme parisien, c'est accès partout, en province, voilà, dans toutes les chaumières. Alors là, vous avez tout faux, parce que vous êtes d'abord, vous êtes un véritable musicien, ce qui n'est plus le cas de tout le monde, pour les gens qui orientent les choses, qui dirigent un peu les choses, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis alors, en plus, vous avez, ce retour en province, fait que finalement, vous ne voulez pas forcément former uniquement des artistes internationaux, mais vous voulez mettre la musique à la disposition du plus grand nombre. Mais ça, depuis longtemps, en fait. Oui, mais je vois pas pourquoi des amateurs n'auraient pas accès à un professionnel pour les guider. Le plus beau terme, c'est amateur. Mais justement, amateur, c'est amour. C'est terrible parce que un amateur de tableau, c'est bien vu. Un amateur de bon vin, c'est bien vu. Un amateur de jolies filles, c'est bien vu. Enfin, plus, ça dépend. Mais un amateur dangereux en musique, c'est vraiment un terme qui a une connotation péjorative, quoi. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce qu'il y a des amateurs qui sont aussi bons que des professionnels. J'en connais. Mais bien sûr, Pierre Loiret, par exemple, le pianiste Pierre Loiret. C'est ça, les concours de piano amateur, le grand concours international de piano amateur. Je dois dire, moi j'ai eu l'occasion de l'accompagner des années. Je dois dire que j'ai toujours été, mais c'est même pas... est-ce qu'on peut utiliser le terme de bluffer? Enfin, des gens qui ont des métiers, des médecins, des ingénieurs, etc. Et qui arrivent à dégager du temps d'abord, parce que la musique, c'est un long cheminement, donc il faut beaucoup de temps. Et ensuite, ils arrivaient à jouer des concertos que peu de professionnels tentent en public. Alors, dans les studios, oui, mais il y a des concertos qui sont des chefs-d'œuvre absolument techniquement extrêmement difficiles, nerveusement encore plus, enfin voilà. Mais il y a des amateurs qui ont plus de temps pour travailler que certains professionnels accaparés par l'enseignement. Par exemple, ça puis, peut... il ne faut pas oublier qu'amateur, c'est l'essentiel, ça veut dire aimer. Donc il peut y avoir des professionnels qui aiment moins qu'un amateur. Oui. Qui font ça pour gagner leur vie. Après, l'essentiel, moi, je me dénomme souvent, je suis un amateur professionnel. Voilà. Donc, on essaye de faire la synthèse. Définition. Voilà. Et n'oublions pas que les musiciens qui enseignent dans les conservatoires, qui vont apporter la musique là où elle doit être, c'est-à-dire dans les écoles, pourquoi pas, enfin, etc. Eh bien, c'est eux qui forment notre public de demain. Mais bien sûr, mais c'est pour ça justement que j'avais déjà fait une première tentative d'euphonia au niveau local, parce qu'en fait je dirige des chœurs amateurs depuis 2010. Enfin là c'est un peu arrêté parce qu'ils m'ont dit que j'avais refusé catégoriquement de me soumettre aux obligations, donc comme beaucoup de soignants ou d'autres métiers, il y a des suspendus. Mais j'avais fait déjà après une expérience de pédagogie au Conservatoire d'Évreux, j'avais vu justement la différence de traitement qu'il y avait entre les élèves et les adultes. Les adultes qui sont vraiment dans les conservatoires, dans la plupart des conservatoires, des bouches-trous, faut le dire. C'est-à-dire que si le professeur n'a pas assez d'heures, on peut prendre des adultes. Vous êtes les bienvenus, mais si il a son total d'heures complet, allez voir plus loin. Quoi. Voilà, donc j'avais fait avec autour de mes chœurs, j'avais fait un chœur d'homme aussi que j'avais créé
voilà, une bonne vingtaine de choristes à 4 voix. J'avais donc le chœur mixte, le chœur d'hommes, et j'avais fait justement Euphonia en septembre 2019. C'était pas vieux. Ah oui, en effet. Donc j'ai pas eu le temps de finir ma première année, mais il y avait donc éveil musical, atelier, que ça soit pour l'écriture sur ordinateur, des logiciels, voilà, parce que j'utilise Final et MuseScore pour les partitions. Il y avait aussi des ateliers de technique vocale, il y avait cours d'instrumentaux. Enfin voilà, j'ai essayé de proposer et sans critères d'âge ou de finance ou tout ça. Voilà, l'accès le plus large, sans filtre. La diffusion musicale au plus grand nombre, de façon à ce que ces gens aiment la musique. Bon, à mon avis, c'est tout à fait fondamental. Alors là-dessus, d'où vous vient cette... D'abord, on sent bien que vous êtes un créatif, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais d'où vous vient cette idée de créer France-Ophonia? Alors France-Ophonia en un seul mot, et le E en commun. Le E de Finale de France sert en commun avec Ophonia. C'est ça. Une association qui se propose, et vous avez déjà énormément d'artistes qui vous rejoignent, et dans tous les domaines, c'est ça qui me semble capital. Oui. On a sur un peu plus de 25 départements déjà, puis il y a un peu plus de 160 contacts pris en tout cas. Donc il y a des musiciens, écrivains, il y a des personnes qui sont dans la Bibliothèque nationale de France, un membre de l'UNESCO, des membres de Radio France, il y a des libraires, il y a des compositeurs. En un mot, ça correspond à une nécessité. Tout le monde est impacté par ce qui se passe aujourd'hui, et personne n'est tranquille sur une île déserte, non impacté par... Et le but de Francophonia? Le but de Francophonia, c'est tout simplement de défendre la culture francophone. Donc on est français, donc on défend la culture francophone, libre et accessible à tous. C'est-à-dire libérée du mondialisme, c'est-à-dire des assauts de mutilation de patrimoine, de langue française, de ça. Donc dans le fond, ce qu'on parlait au début, de ce qui est assez ancien. Et du contexte, donc sur la forme, avec le pass. Donc il y a les deux piliers. Un peu de musique? Un peu de musique. Donc la première musique que j'avais proposée, c'était Balbastre, la marche des Marseillois. Et justement, il y avait des concerts d'orgue, donc ça fait une très bonne transition avec ce qui a été présenté avant. Et vous allez avoir une version à l'orgue de la Marseillaise avec pas mal de variants, mais des bons variants, et à la fin 2 beaux clusters, mais artistiques. Alors nous écoutons donc Balbastre, la marche des Marseillais.
le chant des Marseillois, pardon. Avec un beau cluster. Avec un bel effet à la fin. Alors, c'est important, c'est très bien, le choix est merveilleux parce que n'oublions pas que Balbâtre, quelles que soient ses opinions d'ailleurs, qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas forcément, c'est à l'époque révolutionnaire, comme on devine, et c'est lui qui a sauvé les orgues de Notre-Dame en faisant des paraphrases sur les chants révolutionnaires, il y a le Ça ira, etc. Oui. De façon à ce que les révolutionnaires qui voulaient évidemment détruire les orgues... C'est ça, mais c'est toute période de transition voit ces déboulonnements et ces saccages, hein, les gens perdent pied, hein, donc cette période-là n'a pas échappé à la règle, donc effectivement, s'il y en a encore pas mal d'orgues de sauvés dans le patrimoine catholique, c'est dû à ces organismes qui ont su mettre en valeur l'instrument par les chants modernes et d'actualité. Voilà. C'est une petite entorse peut-être Ils se sont dit, mais ça marche très bien, ça ne faut surtout pas y toucher. Et voilà. Donc, comme quoi, et c'est pareil pour Francophonia, nous avons des gens qui défendent la monarchie, qui défendent la République, qui défendent même autre chose. Enfin, voilà, mais voilà, c'est accessible à tous. Donc, voilà. L'essentiel, c'est le bien commun. C'est-à-dire, comme je dis souvent, on choisira la couleur du papier peint ou on débattra de la couleur du papier peint quand on aura sauvé le mur. Si le mur s'effondre, on peut toujours parler de tout ce qu'on veut. Oui. Ça n'a aucun intérêt. Alors, pour l'instant, vous avez un site. Alors, le site est en cours de création, mais l'adresse est définitive. Donc, c'est www.francophonia.fr. On a www.francophonia.fr. Voilà. .fr évident, bien sûr. Et nous avons une chaîne YouTube qui est ouverte depuis 48 heures, donc où il y a déjà 2 vidéos dessus. On a une quarantaine d'abonnés déjà, donc et il y a une page Facebook et un compte Twitter, toujours au nom Francophonia. Voilà. Le logo, c'est une maquette pour l'instant, mais c'est le fond du drapeau français. C'est un logo rond. Et au centre, la lyre. Donc, symbole des arts, Apollon, Orphée, etc. Donc, la lyre définitive sera celle d'Orphée avec 9 cordes. Voilà. Et Francophonia marqué en dessous. Voilà. Tout ça est assez symbolique, vous l'aurez deviné. C'est ça. Bon. Alors, ce qui est très, très important, c'est le contenu que vous allez donner, parce que dans la variété, la diversité des membres, qui sont les contacts que vous avez pris, donc dans 25 départements, y compris 2 contacts, je crois, à la Réunion. C'est ça. C'est donc, je le disais tout à l'heure, quelque chose qui est nécessaire. Enfin, on sent qu'il y a un frémissement, il y a quelque chose. Ça n'est pas le tout de dire qu'il n'y a pas de culture française. Quand on voit effectivement le parcours qui a été entrepris par les artistes dans toutes les disciplines en France, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et d'ailleurs, qu'on nous reconnaît à l'étranger quand on nous dit que la France et le français est mère de toutes les cultures. Enfin bon, c'est pas nous qui le disons, on nous le dit. Par conséquent, quand il y a des personnalités ou des personnages chez nous qui affirment le contraire, enfin, là encore, ils défendent un projet qui n'est pas du tout compatible avec l'histoire de notre pays et ce qui devrait être de lui dans les prochaines années et dans le futur proche. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, la France a encore, et on le sait sur notre radio en particulier, avec toutes les émissions sur la francophonie et sur la littérature française, etc., la France a un devoir, je dirais, culturel vis-à-vis un rayonnement culturel qu'on ne lui pardonnerait pas de ne pas conserver. Il y a un rayonnement qu'on oublie souvent et qui a été gommé au fur et à mesure et qui a un lien avec une perte de souveraineté qu'on a perdue aussi, c'est au niveau de la monnaie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les billets, parce que ça c'est quand même un ambassadeur, quand un étranger arrivait en France, à l'époque il prenait des devises françaises, il voyait qui ? Il voyait Debussy, Berlioz, on aura l'occasion d'en parler de Berlioz, parce que Francophonia il fait référence, on avait Victor Hugo, Saint-Exupéry. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur nos billets ? C'est quoi ? Voilà, on ne sait pas d'ailleurs. Il n'y a plus grand-chose. Donc il serait temps de s'affirmer. Vagabonde et anonyme. Alors, nous écoutons, vous avez préparé un musical. Tout le monde connaît un peu justement Berlioz, parce que Francophonia fait référence à Berlioz. C'est le compositeur français romantique par excellence, né en 1803 et mort en 1869, qui a harmonisé notamment la Marseillaise. Il y a eu des échanges avec Rouget de Lisle, ils n'ont pas eu le temps de se voir, parce que Rouget de Lisle est décédé dans l'intervalle.
Berlioz présent sur le billet de 10 francs, justement, on en parlait avant, voilà. Et il y a une scène de La Grande Vadrouille avec De Funès au début à l'opéra, justement, on parlait de l'opéra avec Nike tout à l'heure, hein, où la musique est arrêtée, nous sommes en guerre, hein, il faut le dire, donc la musique est arrêtée par la force des baïonnettes. Hein. Exactement. Donc là, c'est la force des décrets, mais Berlioz est résistant, hein, donc il symbolise bien ce projet, et je vous parlerai après d'Euphonia, la nouvelle. Alors écoutons. Messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Non, c'est moi. Bon, vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit scène. Voilà, c'était scène mythique, naturellement, avec un grand musicien à la baguette. De Funès était un grand émérite pianiste. Absolument, qui a commencé sa carrière comme ça, d'ailleurs. Qui faisait des nuits complètes au piano. Absolument. Un véritable sportif. Hein. Oui. Et alors, symptomatique de la vie de l'orchestre, enfin, c'est très bien analysé, très bien joué. Très crédible. Très crédible, voilà. Alors, Euphonia, on est toujours dans les buts et les moyens maintenant. Les moyens de diffusion de votre association. Alors, on a une chaîne YouTube. Donc oui, les moyens de diffusion, nous avons la possibilité Surtout, on cherche des lieux. La chose la plus importante, c'est que tout le monde va devoir pouvoir redevenir acteur de ce projet culturel. Il n'y a pas de raison, justement, que ça ne soit pas accessible à tous, même dans l'accès. Donc, chacun qui peut donner des lieux, par exemple des particuliers, ouvrir leur salon. J'ai de la place, j'ai envie de voir un concert, je peux ouvrir des artistes. Nous avons déjà des lieux, hein. Nous avons des lieux en Dordogne, sur Paris, dans l'Eure-et-Loire, voilà. Donc, mais bon, pas assez, hein, évidemment, pour une vraie vie culturelle. Donc c'est principalement privatisé, parce que là, on reste maître du destin. Il y a deux autres arguments. Il y a l'argument du culte, qui est sans passe, et l'argument politique. Pour l'instant, on connaît leur. Ça peut évoluer. On connaît leur façon de changer tous les jours. Voilà. Récemment, donc, les jauges sont revenues. Oui, ouais. Et donc, ce qui est quand même terrible avec l'argument du culte, c'est quand même que lors d'une messe, le virus n'attaque pas, mais lors d'un concert, oui. C'est quand même un sacré individu, ce virus. Il a des super pouvoirs. Et dans le métro aussi. Hein. Dans le métro, c'est fabuleux. Mais il a quand même une certaine distinction. Il va dans les restaurants, les concerts, mais jamais au travail. Il choisit ses lieux. Ah oui, mais c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Non, c'est l'avenir. Hein, Oui, c'est l'avenir, parce que je crois qu'on va certains veulent que ça soit l'avenir, en tout cas. On va en voir pas mal, oui. Bref. Alors donc, ça c'est une excellente initiative, parce que avec les jauges dont on parle, c'est vrai que le concert privé permet, ça se faisait déjà pendant le premier confinement, on a fait des pièces de théâtre chez des particuliers, on a fait des récitations de poèmes chez les particuliers, etc., des quatuors à cordes, enfin, ce sont forcément des petits ensembles qui vont pouvoir se présenter. On revient à la tradition de la musique de salon et les salons, hein. Ce n'est pas une révolution, hein. On revient à une pratique qu'on a connue et qui a juste été éclipsée pendant un certain temps. Complètement.
Alors ça c'est une excellente chose. Donc il faut prendre contact avec vous, je suppose, pour pouvoir oui. relancer. Alors après, justement, ça peut permettre les grands axes, c'est aussi déjà d'arrêter l'isolement, parce que il y a beaucoup de gens qui pensent résister, mais qui se trouvent broyés par tout ce qui se passe et qui se disent qu'est-ce que vous voulez que je fasse tout seul. Il y a tellement de gens qui se disent je suis tout seul, on ne peut rien faire. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se relier, donc rompre l'isolement, redonner la parole, mettre des artistes en relation. Par exemple, j'ai un artiste résistant à côté de chez moi, regardons ce qu'on peut faire, il y a un lieu, voilà, reprendre le terrain. Oui. Reprendre le terrain. Mettre aussi des élèves avec des professeurs. Bien sûr. Voilà, parce qu'on a des élèves, s'ils ne peuvent plus aller en conservatoire ou en association, il y a des professeurs qui ont la même valeur, on continue la transmission. Voilà, il ne faut surtout pas couper le fil de la transmission, c'est quand même important. Nous avons aussi, important la langue française aussi, et d'aider d'autres corporations, parce que le gouvernement sait bien qu'en divisant pour régner, ça anesthésie pas mal de choses. Donc nous sommes en contact avec des groupes de soignants. Voilà, donc il est important de croiser les luttes. Absolument. Voilà. Et la musique à l'hôpital a une importance considérable. Accès à tous. Moi, je défends beaucoup je sais plus le nom, le sourire du médecin, quelque chose comme ça. Oui, je voilà, les soignants qui se déguisent un petit peu pour animer les enfants, les pauvres gosses qui sont dans des cellules en quelque sorte pour éviter les pollutions extérieures, enfin, quand ils ont des problèmes de résistance, d'immunité. Enfin bref, c'est tout à fait... c'est formidable. On voit très bien que ces gosses revivent de cette façon. Ça leur permet d'avoir une vie un peu plus normale, malgré leur maladie. C'est là qu'on voit que l'art est essentiel, contrairement à ce qu'on nous dit. Parce que si c'était pas si important... Pourquoi le retirait-il ? Tous les indépendants ont été touchés. Dans cette mondialisation, ces oligarques veulent que tout le monde soit dépendant. C'est ça, exactement. Donc sont touchés les indépendants. Dépendants de l'État. Même au-dessus de l'État, dépendants de cette organisation. Mais aucune relation entre les gens. Voilà. Très bien. Alors, il faut redire peut-être, avant d'entendre à nouveau un extrait musical, puisque nous sommes dans le libre journal de la musique et de la culture. Alors, un autre extrait, vous avez prévu ? Voilà, il y avait un autre extrait de Berlioz qui s'appelle Le Cœur des Ombres. En fait, il a écrit une symphonie fantastique, assez connue, et il y a une deuxième œuvre qui complète, c'est l'Hélio ou le retour à la vie. Donc c'est le retour à la vie des artistes. Et justement, ces artistes, on sent la poids et la résistance dans l'air. Il y a le cœur des ombres. Et le texte, c'est froid de la mort, nuit de la tombe, bruit éternel des pas du temps, noir chaos où l'espoir succombe. Quand donc finirez-vous ? Ça peut expliquer tout ce qui se passe. Quand vont-ils finir toutes leurs histoires et tout leur saccage ? Alors, écoutons Berlioz. Il m'a toujours semblé que ce morceau pouvait être le sujet d'une composition pleine d'un grand et sombre caractère. Son souvenir m'émeut en ce moment plus que jamais. Mon instinct musical se réveille. Oui, je l'entends. Quelle est donc cette faculté singulière qui substitue ainsi l'imagination à la réalité ? Quel est cet orchestre idéal qui chante en dedans de moi ? Une instrumentation sourde, une harmonie large et sinistre, une lugubre mélodie, un chœur en unisson et octave, semblable à une grande voix, exhalant une plainte menaçante pendant la mystérieuse solennité de la nuit.
Voilà, un Berlioz moins connu, mais plus subtil, et on sent le cri du peuple. C'est ça, c'est une voix à l'unisson, comme le Cœur des esclaves de Verdi. Donc une puissance et symbole d'unité aussi. Oui. Union du peuple pour un objectif clair et précis. Alors, l'objectif de Francophonia, rappelez-nous, Sylvain Roussel, les coordonnées pour qu'on puisse prendre contact avec vous, qu'on puisse diffuser cette information, vous rejoindre et puis effectivement reprendre un peu les choses en main compte tenu de cette asthénie qu'on nous impose. Alors déjà, sur les réseaux, nous avons une page Facebook. Donc Francophonia, avec le E en commun. Hein. Donc France, le E qui sert pour Euphonia. Voilà, aussi, c'est ça. En un seul mot. Donc on a un compte Twitter. On a une chaîne YouTube, tout ça c'est au même nom, hein, voilà. Et nous avons un projet de site www.francophonia.fr, donc vous pouvez noter l'adresse, mais pour l'instant c'est pas encore actif, on est en train de le préparer. Sinon mon adresse courriel personnelle c'est sr, comme Sylvain Roussel, .normandie, en version française, donc IE, @gmail.com, sr.normandie, @gmail.com. Merci Sylvain Roussel. Je pense que cette association est importante. Il faut qu'elle puisse se développer, il faut qu'elle puisse vivre. Et nous nous reverrons, j'espère, bientôt pour faire le point sur la progression de cette association qui me semble peut-être une des premières qui permet de reprendre pied dans notre propre culture et de rediffuser ce qui n'est plus vraiment possible aujourd'hui. Voilà. C'est ça, redonner un contexte. Merci infiniment. Merci. Je vous remercie. Et on se quitte peut-être sur une mesure du dernier chant que vous vouliez. Oui, je voulais rendre hommage rapidement aux Dom-Tom qui se sont beaucoup bougés justement et qui ont pu s'unir. Et donc, notamment aussi à nos euphoniens, parce que c'est le nom d'Euphonia, ceux qui habitent là-bas. Donc, avec la période de Noël également. Donc, Bon baiser de Fort-de-France, où on éteint la télé. C'est très très bien. Et on va chanter. Et les portes sont ouvertes chez tout le monde. Merci. Et chers auditeurs, merci Eric pour cette émission. Merci Sylvain qui est resté dans le studio avec nous, Sylvain Roussel. Et puis je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Encore un mot. Nous nous retrouvons mardi 25 janvier. 25 janvier. Notez et on bien. vous souhaite à tous de très très joyeuses fêtes. Portez-vous bien, chers auditeurs. Portez-vous bien. Vous venez d'entendre le libre journal de la musique et de la culture dirigé par Didier Rochard, assisté d'Éric, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 28 décembre 2021 de midi à 13h30 et réalisé par Jean-Édouard.